Bienvenue sur le podcast de l'UNOCEL. Bonjour et bienvenue dans le podcast de l'UNOCEL. L'UNOCEL, c'est l'Union nationale des organisateurs de séjours éducatifs, linguistiques et de formation en langue. Nous sommes le label qualité de référence des organisateurs de colonies de vacances, voyages scolaires et séjours linguistiques, et ce, depuis 1978. Il est toutefois important pour l'UNOCEL d'être plus qu'un label qualité et d'offrir également un lieu d'échange afin qu'on puisse tous grandir, vous, auditeurs, nous, ainsi que nos adhérents. Aujourd'hui, nous recevons Elisabeth Soulier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes anthropologue et coach spécialisé dans l'accompagnement des générations digitales. Vous accompagnez donc des jeunes de lycées professionnels, de prépa, mais aussi vous intervenez auprès d'entreprises. Et vous avez publié en mars 2020 La génération Z au rayon X. C'est bien ça. Tout à fait. Alors peut-être que dans un premier temps, pour nos auditeurs, vous pourriez définir ce qu'est cette fameuse génération Z. Oui, donc la génération Z, qui d'ailleurs ne doit son nom qu'au fait que dans l'alphabet des générations, elle arrive après la génération Y et la génération X, eh bien cette génération Z, ce sont les vingtenaires d'aujourd'hui, hein. Ce sont ces jeunes qui sont nés au tournant du millénaire et qui ont quelque chose de spécifique, si vous voulez, c'est que c'est la première génération qui est née avec le digital, qui n'a pas connu la révolution numérique. C'est un peu, on pourrait la qualifier d'homo numericus, en fait, cette génération Z. Voilà, et donc ces représentations et ces imaginaires, hein, ces us et coutumes, j'allais dire, ces attitudes et son comportement, en fait, ne sont compris uniquement à partir du moment où on la resitue dans cette révolution numérique, parce qu'en effet, sa manière d'être au monde, eh bien, est transformée, travaillée, façonnée par et avec la culture digitale. L'UNOCEL a établi un pôle prospective au travers duquel un cycle de réflexion sur la thématique de l'expérience du collectif en séjour éducatif a été lancé. Nous avons travaillé autour de la question pourquoi la dimension du collectif est-elle importante pour cette génération? Et ça sera également notre sujet du jour, Elisabeth Soulier. Alors, C'est juste pour rappel pour nos auditeurs, quand nous employons le terme séjour éducatif, on parle de l'ensemble des métiers qui sont représentés au sein du NOCEL, les séjours linguistiques, les colonies de vacances et les voyages scolaires éducatifs. Ce sont des séjours qui éduquent par le voyage, mais qui aussi font sortir du cercle familial. Dans votre ouvrage, La génération Z au rayon X, vous écrivez, quittant le jeu de l'autonomie et de la responsabilité individuelle, la génération Z cherche avant tout à être avec l'autre, à vivre ensemble, expérimenter au quotidien un nous collectif. Alors, vous montrez que loin d'être individualiste, cette génération a la particularité d'être, on va dire, tribale et très attachée à l'esprit du collectif. Selon vous, c'est quoi les valeurs du collectif qui sont chères à cette génération Z? ah bien, par exemple, la coopération, l'entraide, le partage, la collaboration, l'intelligence collective. Ça, ce sont des termes qui sont très propres, hein, à cette génération Z et qui ont été développés justement dans son approche ou dans ses imaginaires liés à la culture digitale, hein. Le fait d'appartenir à des réseaux sociaux, par exemple, hein. Cette génération, elle est née avec l'apparition, le développement des réseaux sociaux. Et ces réseaux sociaux, si vous voulez, leur objectif, c'est de créer les conditions, hein, de la mise en relation avec autrui, le fait de pouvoir eh bien, partager, travailler ensemble, recréer du nous, d'une certaine manière, hein. Ce sont ces nouveaux collectifs. euh, moi, je parle de tribu, pour reprendre le terme du sociologue Michel Maffezoli. Et on pourrait dire que si les abeilles vivent en essaim et les poissons en banc, c'est vrai que cette génération, elle vit en tribu. C'est-à-dire qu'elle cherche à s'épanouir dans un cadre collectif avec lesquels, eh bien justement, elle va pouvoir expérimenter au quotidien de nouvelles manières de vivre, de mesurer son leadership, de confronter ses idées, d'apprendre. Elle va expérimenter, hein, des nouvelles formes d'échange, de partage, de communication. Voilà un Oui. peu la manière dont elle se constitue en termes de collectif. Et puis vous dites dans votre livre que plus de 70%, 77% précisément des 18-25 ans sont sur les réseaux sociaux. Oui, donc elle est sur les réseaux sociaux, mais elle est aussi dans le monde réel, hein. Je pense qu'on ne peut pas parler d'une séparation
de se dire qu'elle n'est que dans l'un et pas dans l'autre. Cette génération, en fait, elle est transfrontalière en ce sens qu'elle fait du et, c'est-à-dire qu'elle est dans le numérique, elle est sur le digital et elle est dans le réel. Et on s'est rendu compte combien, justement, après justement, une période de confinement que l'on a tous connue, bien combien cette génération a beaucoup souffert, en fait, d'être assignée à résidence derrière ces écrans et de se dire que ça a mis en valeur, si vous voulez, d'une certaine manière, ce besoin de présence à l'autre, ce besoin d'être dans la présence physique de l'autre. Pourquoi? Parce que, en fait, les écrans sont un écran aux émotions. Or, c'est une génération qui vit beaucoup dans ses émotions, qui vit dans un phénomène de, de ressenti, hein, c'est pour elle extrêmement important. On dit que, je dis que la rationalité a eu raison des sens, hein, et qu'aujourd'hui, elle est dans les sens, dans la notion de sens. Et c'est extrêmement important pour la comprendre. Et donc, dans ce collectif, c'est ça qu'elle expérimente aussi. Elle fait cette expérience de sens qui est la qualité relationnelle, qui est le lien à l'autre, la présence avec autrui. Oui, on vous avait dit que cette génération est aussi bien présente, l'importance du collectif est bien présente aussi dans le réel. Vous vous dites que 45% de la génération Z est adhérente à une association. Oui, c'est sûr, c'est une génération qui est engagée, c'est une génération qui a conscience de l'action collective, en fait. Très souvent, elle me dit, mais à plusieurs, on est plus fort. En fait, pour faire face un peu à la complexité du monde dans lequel nous sommes tous et à laquelle elle est peut-être intuitivement adaptée, ou en tout cas, elle trouve des stratégies qui lui permettent ben, justement de s'adapter à cette imprédictibilité hein, de l'avenir, à un monde devenu en proie au changement permanent et à l'accélération, eh bien, elle va, elle va trouver dans le collectif, si vous voulez, une manière d'être au monde qui va lui permettre d'avoir un sentiment d'appartenance, un sentiment, une possibilité de reconnaissance, en fait, de qui elle est, de ce qu'elle fait, de ce qu'elle ressent. Oui, puis c'est une génération qui montre une aptitude à la liaison, au lien aussi direct. Oui, le lien est très important, hein. Le lien est producteur de sens. C'est vraiment quelque chose qui est très important. Euh, la qualité relationnelle fait partie de ses exigences, hein, d'ailleurs, ou de ses attentes, ou de ses aspirations, si vous voulez. On le voit dans l'entreprise, mais on le voit dans tous ces écosystèmes dans lesquels elle interagit. Il y a une espèce de, de paradoxe, si vous voulez, au sein de cette génération, c'est que les réseaux sociaux, les plateformes d'échange sont souvent extrêmement violentes. Le harcèlement, le cyberharcèlement, Mhm. quelque chose d'extrêmement fort et sur lequel elles se sont très à l'écoute hein, de cette violence-là et elles le subissent, cette violence. Et donc, il y a certainement, alors elle connaît maintenant les pare-feux, un certain nombre de pare-feux qui va lui permettre justement d'exclure tous ces propos haineux, etc. Mais elle y est quand même beaucoup sujette. Et donc, il y a un besoin de recréer. Moi, elle me dit, on voudrait un retour à l'humanité, en fait. On Mhm. voudrait recréer euh, le lien le lien à l'autre, qui soit qualitatif, qui soit dans lequel il y a de la bienveillance, dans lequel il y a de la considération. En fait, le souci de l'autre, hein, toute cette éthique de la sollicitude est une des aspirations de cette génération Z. Oui. Dans votre ouvrage, vous citez un témoignage, il n'y a que quand je suis avec les autres que je me sens bien, avec mes amis, je me sens en sécurité. Cette expérience du collectif, elle me pousse à un sentiment de protection, mais est-ce qu'il y a d'autres bénéfices à cette expérience? Oui, il y a la capacité d'agir, hein. Je pense que c'est ce dont on vient juste de parler, justement, cette notion d'engagement, le collectif permet l'action parce que, parce que c'est une possibilité de se sentir ben, justement soutenu, accompagné. Il y a une énergie collective, hein. Quand on parle d'intelligence collective, je pense qu'on joue, on s'appuie aussi là-dessus. Euh, il y a dans la synergie hein, qu'il y a dans le collectif, le fait d'hybrider un certain nombre de talents, de métisser des trajectoires, des parcours, etc., et qui va permettre justement de libérer cette énergie collective et qui est une énergie créatrice. En fait, je pense que là, le collectif joue vraiment son rôle. Donc, un rôle de protection, un rôle d'énergie créatrice. Euh, ça, c'est évident. Mm. C'est une génération qui me dit, mais
la notion de bien-être est très importante chez cette génération, c'est-à-dire se sentir bien, hein. On touche quelque chose qui est lié au sens, mais dans cette notion d'épanouissement personnel que recherche cette génération Z, qui est un de ces aspirations, hein. La notion d'épanouissement a une dynamique collective, hein. Pourquoi? Parce que les émotions, il y a une viralité des émotions. Donc ce collectif, c'est le fait de vivre en communauté, d'avoir des valeurs communes, d'avoir une affinité commune, eh bien, ça permet de se sentir bien, de s'épanouir. Et elle me dit, mais s'épanouir seul, c'est quelque chose qui n'est pas possible. On s'épanouit forcément dans un collectif, avec les autres. Et le bien-être que pour soi-même n'a pas de sens. En fait, on essaye d'être bien en soi pour pouvoir être dans quelque chose de plus altruiste. C'est en ça que je la trouve pas si égoïste que ça. Elle est certainement très narcissique, mais pas égoïste. C'est une génération qui est assez altruiste. C'est pour ça que quand vous parlez de s'épanouir dans un collectif, c'est une génération qui a particulièrement peur de la solitude. Oui, c'est une génération qui n'aime pas être seule, en fait. Elle n'a pas beaucoup ce temps-là de la solitude. Elle me dit même, être seule, c'est contre-naturel, en fait. J'ai besoin de vivre avec les autres, j'ai besoin d'entrer en vibration avec les autres et avec le monde qui m'entoure, avec les environnements dans lequel je suis immergée. Le sociologue Hartmut Rosa parle de la notion de résonance, et je trouve que c'est un mot qui lui correspond bien à cette génération Z, c'est-à-dire elle a besoin d'être en permanence reliée avec le monde et avec les autres, et avec elle-même, hein. C'est toujours dans cette triple dynamique, moi, les autres et le monde. Et c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire entrer en résonance? C'est-à-dire, je suis touchée par le monde, et à la fois je le touche, par le fait que je suis en interaction avec ce monde. Je suis, euh, je suis transformée par le monde, et dans un phénomène de réciprocité, je le transforme. Donc il y a ça, il y a quelque chose qui résonne en moi. Et d'ailleurs, quand ça ne résonne plus, il y a une sorte d'angoisse Mm. existentielle. Quand il n'y a plus ce phénomène de résonance. Vous écoutez le podcast de l'UNOCEL. Vous dites que le web social, donc cette génération qui est née avec les réseaux, ça a généré un phénomène de groupe, de communauté, on le voit bien sur les plateformes, dans lesquelles la génération nourrit son besoin d'appartenance, de solidarité, de partage. Est-ce que ce besoin d'appartenance à un groupe, ces jeunes, ils sont fidèles ou est-ce qu'ils passent d'un groupe à un autre? En fait, la fidélité de la génération Z se joue sur la notion relationnelle, en effet. C'est-à-dire que tant que le lien est nourri, tant que je me sens bien dans les interactions que je mène avec les autres de mes tribus, puisqu'elle est multi-appartenance, multitribale, eh bien, je reste fidèle. D'ailleurs, c'est une génération qui peut être très fidèle à ses amitiés, par exemple, Mhm. mais dans l'entreprise, elle peut être aussi fidèle à une équipe. Elle le sera plus d'ailleurs à une équipe ou à un manager qu'à une entité que peut représenter l'entreprise elle-même. Donc, cette fidélité, oui, tant qu'elle se sent bien dans le lien, tant qu'il y a une qualité de la relation, tant qu'il y a justement toute cette posture de bienveillance, d'écoute et de sollicitude, tant qu'elle se sent écoutée et comprise, tant que son avis est pris en compte, tant qu'elle a le sentiment d'être une valeur ajoutée aussi, ça c'est extrêmement important. Elle se sent une valeur ajoutée à un groupe, eh bien à ce moment-là, il n'y a aucune raison qu'elle devienne infidèle. Par contre, quand cet indicateur interne et subjectif, qui est son indicateur de bien-être, n'est plus aligné, j'allais dire, nourri, à ce moment-là, elle quittera un groupe, elle quittera une communauté. Ces communautés, les tribus sur le numérique, sont des communautés ouvertes, intégratives. On rentre, on sort. Elles sont éphémères aussi. C'est tant que je me sens bien, je reste, hein. Mais il n'y a pas de forme de contrat qui permettrait de se dire je suis lié à vie à une communauté, un groupe, une entreprise, un écosystème. Oui. Quand vous parlez de tribu, dans le livre, vous nous définissez comme un espace d'accueil qui crée une impression de chaleur et de sécurité. Si cette notion de sécurité, on l'a vu un peu plus tôt, est perdue, il n'y a pas de problème pour changer de tribu. Oui, tout à fait. C'est un peu, ça me vient soudainement, c'est un peu l'idée du coucou qui va aller s'installer dans le nid des autres. C'est-à-dire que Mm. il y a une forme de nomadité, de toute façon, de cette génération. Enfin, elle est nomade, hein. C'est même pas qu'une simple forme. C'est une génération qui est nomade, qui n'est pas assignée à résidence, qui ne se laisse pas assigner à résidence. C'est-à-dire elle va multiplier des expériences et des expériences de collectif, des expériences de communauté.
des expériences de vie avec les autres. Oui. Tout à l'heure, vous parliez d'engagement collectif. À votre avis, qu'est-ce que ces jeunes de cette génération Z recherchent quand ils participent à un séjour éducatif? Donc, quand je parle de participation, je parle soit de participation en tant même que participant ou en tant qu'animateur. Alors, cette génération, qu'est-ce qu'elle attend? Elle attend que les lieux dans lesquels elle va, les lieux sont des espaces de lien, hein. Donc, le fait d'aller dans un séjour, c'est un espace de lien. Il faut vraiment penser la génération Z dans cette dynamique-là. Euh, donc, elle va attendre que cet espace de lien crée les conditions de ses interactions, de son bien-être, de son épanouissement personnel, donc va nourrir cette qualité relationnelle qui est un de ses points forts, une de ses aspirations les plus fortes. Donc je pense que voilà ce qu'elle peut attendre d'un écosystème. Elle va chercher aussi à vivre quelque chose ensemble, hein, Mhm. qu'il y ait de la convivialité, qu'il y ait quelque chose une affinité commune, hein. Quand cette génération Z entre dans une tribu, par exemple, euh, eh bien, il y a quelque chose de commun. Ça peut être des valeurs, ça peut être un espace, ça peut être des souvenirs communs, ça peut être une passion commune, hein, mais il y a cette notion d'affinité commune. C'est ce qui permet justement de solidifier le lien d'une certaine manière. Ça, c'est très important. La notion des affects étant extrêmement importante chez cette génération. Donc, il y a la convivialité, hein, le convivir, c'est vivre avec l'autre, hein. Et donc, cette convivialité, c'est du fun, c'est du partage, c'est des moments forts, c'est quand les émotions, justement, circulent. Donc, ça, je pense que ça aussi, c'est extrêmement important euh, pour pouvoir répondre aux attentes de cette génération. Et puis cette génération a le loisir de choisir aussi ce qu'elle peut vivre. Si elle veut vivre l'aventure, imaginons de l'animation sur un été, elle se lance et ça peut durer qu'un seul été. Oui, tout à fait. Pour ce qui est d'un jeune collaborateur, hein, d'un animateur, euh, on est sorti un peu d'un temps linéaire qui faisait qu'on construisait, si vous voulez, d'une certaine manière, sa vie, son avenir, etc., avec des projets plus ou moins lointains. Ça l'est pour une carrière, mais ça l'est aussi pour des projets personnels. En fait, cette génération, elle vit l'instant présent de ses expériences, de ce qu'elle est en train de vivre, hein. C'est la fin du temps chronos pour entrer dans un temps qu'on appelle le kairos, c'est-à-dire c'est le temps présent, il est centré sur l'instant présent, l'instantanéité de ce que je suis en train de vivre, hein. Il n'y a plus cette projection vers le futur. Donc, vivre quelque chose, c'est vivre une expérience qui va nourrir l'entièreté de l'être, en fait, d'une certaine manière. Donc, ce n'est pas vu dans une dynamique soit de carrière, soit de projet à long terme de la personne, mais c'est vécu pour ce que c'est en tant qu'expérience dans l'ici et maintenant, en fait. Vous écoutez le podcast de l'UNOCEL. Vous avez mentionné dans votre ouvrage que la génération Z, elle ne connaît pas de off technologique, mais aujourd'hui, on voit de plus en plus que cette génération a envie de délaisser un peu son téléphone parce que trop connecté pendant un certain temps. Aujourd'hui, il y a des séjours qui apparaissent sans téléphone. C'est cette génération Z qui a poussé la création de ce type de séjour. En tout cas, le confinement a été un des éléments déclencheurs de cette saturation de, de, ce, de cette technologie permanente, en fait. Euh, Aujourd'hui, c'est vrai et depuis, on a vu de plus en plus de jeunes, enfin, moi, je l'ai vraiment remarqué avec tous les interviews que je mène auprès de ces jeunes, Mhm. les entretiens que j'avais avec eux, d'un besoin de se déconnecter, hein, un besoin aussi de vivre sans. Très souvent, très souvent, des jeunes me disent, mais en fait, je ne me rendais pas compte, mais j'étais avec mes amis, on était tout le temps avec notre téléphone. Donc aujourd'hui, avec mes amis, on se dit, allez, on laisse notre téléphone dans notre poche ou dans notre sac. Il y a eu cette prise de conscience très importante que vivre à travers les écrans, ce n'était pas suffisant. En tout cas, ça ne la comblait pas complètement en termes d'épanouissement personnel. Et donc, il y a ce besoin aussi de off. Elle s'est rendue compte aussi qu'il y a quand même, en termes de gestion de sa santé mentale, le fait d'être tout le temps sur les réseaux sociaux, c'est quand même une exigence à toujours montrer les beaux côtés de la vie, Oui. à être
un schéma idéal de la fille parfaite ou la vie parfaite, etc. Et donc, il y a des schémas de comparaison qui sont difficiles aussi à vivre pour cette génération. Le fait de tout le temps se comparer, de tout le temps se dire, bah, en fait, ma vie est peut-être moins bonne ou moins intéressante que l'autre, ou je suis moins ci que l'autre. Ça a permis aussi à cette génération de se dire que, bah, en fait, elle pouvait exister par elle-même. Je pense qu'il y a beaucoup de ça aussi, cette santé mentale qui est un vrai sujet chez cette génération Z et Ouais. qui, en partie, mais pas seulement, est liée à la vie sur les réseaux sociaux. Hein, le fear of missing out, la peur de rater quelque chose, la nomophobie, hein, le fait d'avoir la phobie d'être sans téléphone portable, eh bien aujourd'hui, c'est des vraies pathologies quand même chez cette génération qui va chercher ah bah justement, à renouer avec la présence, avec le monde physique, avec l'humain, avec aussi la vraie vie, hein, IRL, in real life. Mm. Il y a toujours en fait un effet dérégularisation, si vous voulez, quand les choses arrivent. Ça a été le cas par exemple pour les réseaux sociaux et aujourd'hui une prise de conscience aussi à la fois du côté formidable des réseaux sociaux, cette mise en lien, le fait de Mhm. pouvoir aussi intégrer des tribus qui nous correspondent, hein, aussi pour un certain nombre de jeunes, eh bien, la possibilité de pouvoir partager. Euh, soit enfin, une identité singulière, et bien ça, c'est extrêmement positif. Le fait d'apprendre à travailler ensemble, enfin, il y a Mhm. beaucoup de choses qu'ont apporté ces réseaux sociaux, il y a beaucoup de positifs. Et puis, il y a aussi bah, les écueils que représentent les réseaux sociaux, cette haine, ce cyberharcèlement, ces schémas de comparaison, cette vie pseudo-vie aussi, hein, qu'elle peut générer à travers des pseudos, justement. Donc, tout ça, il y a peut-être un rééquilibrage, une réharmonisation que l'on voit à l'œuvre actuellement et qui probablement va nourrir euh, la conscience que l'on a aussi de cette vie sur le numérique. Après, sur les jeunes générations qui aujourd'hui se retrouvent en colonie de vacances, hein, quand je dis jeunes générations, je parle de ceux qui ont entre 10 et 20 ans, ils ont toujours pour ceux qui ont des téléphones à 10 ans évidemment, ils ont toujours cette volonté de partager sur les réseaux ce qu'ils font de leur été, parce que c'est devenu un concours. Vous parlez de comparaison, je pense que voilà, on est loin de sortir de cette idée de compétition de celui qui passe ses meilleures vacances aussi. Oui, mais ça, c'est vraiment le besoin de partager en fait ce que Mhm. l'on vit au quotidien. C'est ce que j'appelle les nouveaux récits de la quotidienneté que l'on voit sur le fil d'actualité de tous les internautes, j'allais dire, mais pas simplement de cette jeunesse, mais en particulier de cette jeunesse. C'est vrai que c'est ce besoin de raconter au jour le jour ce que je suis en train de faire, les personnes que je rencontre. C'est un peu le express yourself Oui. first, hein, comment on Ouais. va exprimer. Il y a vraiment de ça, en fait, hein, le fait de partager, qui est la base hein, des réseaux sociaux et qui sont aussi assez intéressantes. Hein, c'est pas forcément négatif. Non. Et au contraire, de dire, ça permet de garder un lien. Il y a certainement quelque chose qui est lié à ça. Je dis que le téléphone portable, pour cette génération, est son cordon ombilical, hein, qui le Mhm. relie à lui-même, aux autres et au monde. C'est un flux hein, permanent, quelque chose qui circule en permanence entre soi et soi-même, à la fait de travailler sur ces différentes identités réelles et numériques, hein, parce il y a, il y a des passages de frontières en permanence entre ce que je vis dans la vie réelle et ce que je vais partager sur ma vie Ouais. numérique et des choses que je vis sur ma vie, dans ma vie numérique et que je vais euh, partager dans ma vie réelle. Hein. Il y a en permanence ces frontières qui sont de plus en plus, qui sont assez poreuses en fait, mais qui existent toujours. Et qu'est-ce que c'est qu'une frontière? Eh bien, ça sépare, mais ça permet aussi de la traverser en permanence. Oui, de Donc, il y a créer des liens. certainement cette traversée permanente entre le virtuel et le réel, entre ce que je vis et ce que j'en dis, ce que je partage, ce que je montre. Il y a tout un travail euh, sur ces récits, justement, du quotidien. Vous écoutez le podcast de l'UNOCEL. Dans la notion collective, on n'a pas abordé, par exemple, la notion d'absence dans ces collectifs, l'absence de hiérarchie, Mhm. d'intermédiaire,
Oui, d'autorité, de sachant, de toutes ces autorités de pouvoir, ces autorités d'expertise. Et on est beaucoup plus dans une vision beaucoup plus horizontale, beaucoup plus ce que j'appelle la loi des frères ou la loi des pères, et qui est moins sur la loi du père, un peu accent grave et je trouve que c'est important aussi d'en parler. Pourquoi? Parce que, eh bien, dans la loi, la loi des pairs, c'est une forme de démocratie égalitaire, hein. Il y a moins de hiérarchie verticale, on est plus dans quelque chose d'horizontal. Il y a la possibilité d'avoir un usage de la parole complètement décomplexé, libre, direct, oui, c'est vrai. dire ce que l'on veut, à qui l'on veut, donner son opinion, son avis, partager son point de vue. Et la parole du quidam vaut celle de l'expert. Donc, c'est important cette notion d'une sorte d'absence de hiérarchie dans le système collectif tel qu'il est vu et expérimenté et vécu par la génération Z. La notion d'autorité, par exemple, eh bien, qui n'est plus ni de statut des fonctions, c'est une autorité qui doit s'appuyer sur la confiance. Elle est acquise, elle est distribuée, elle est octroyée, elle est temporaire aussi, hein. Elle peut être partagée, c'est-à-dire il y a un moment donné, je peux avoir autorité sur l'autre parce qu'on m'attribue la confiance sur une compétence ou une expérience que je peux avoir Mhm. et sur après un autre moment, donner autorité à l'autre sur moi parce que je lui fais confiance sur telle et telle expérience qu'il peut avoir. Donc ça, je pense, c'est très important. Le porteur de l'autorité, hein, c'est celui qui va contribuer au collectif, hein. Cette notion de contribution est extrêmement importante. C'est celui qui va s'investir dans le collectif. C'est celui qui va permettre aussi les interactions, faire circuler l'intelligence collective, faire vivre ensemble. Ça, je pense que c'est très, très important, qui va fluidifier les interactions. Sur cette notion de vivre ensemble, est-ce que c'est parce que cette génération elle a été bercée avec des séries comme Friends, How I Met Your Mother, etc., où on voit tout le temps un groupe d'amis vivre ensemble. Est-ce que c'est ça qui a poussé aussi vers ce vivre ensemble? Peut-être, il y a aussi tout ce qui touche aussi au monde des hackers, par exemple, hein, Mm. ce monde numérique tel qu'il a été construit. Le monde des hackers, c'est très, très, très intéressant. Il y a Pékin Imamen qui a écrit là-dessus, sur l'éthique hacker, et c'est intéressant parce qu'on voit justement comment, dans des systèmes ouverts, euh, il y a le partage des informations, comment on travaille ensemble, comment on va créer de l'intelligence collective. Ça, je pense que ça joue aussi. Il y a pas Ouais, il y a ça, mais il y a aussi plein d'autres choses. Je pense qu'on n'a pas parlé aussi d'une dernière chose, peut-être, si vous permettez, Lise. Il bien y a une sûr. dernière chose qui, je pense, est importante. C'est c'est comment aujourd'hui on est dans ce système de collectif. Il y a certainement, et d'intelligence collective, c'est un peu ce qu'on appelle l'autre loi de la jungle, tel qu'en a parlé Pablo Servigne et Mathieu Chapelle. Gauthier Chapelle, pardon, et qui je pense est important aussi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, et ça joue avec aussi, ça se pense aussi dans un système de hiérarchie plus horizontale, c'est qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus, on sort, si vous voulez, d'une certaine vision d'un collectif vu comme compétition, de domination, d'égoïsme, d'agressivité et d'ambition, et on va aller plus vers justement la coopération, le partage, la solidarité, la collaboration, hein. Par exemple, dans la biologie, on se rend compte aujourd'hui, les fameux livres sur la notion des arbres, comment ils communiquent entre eux, comment Oui. en effet, dans le monde naturel, on se rend compte qu'il y a de la coopération, de la collaboration, et que ce n'est pas simplement la loi du plus fort qui permet de s'adapter à des écosystèmes changeants, mais au contraire, et c'est peut-être pour ça que la génération Z dit que à plus fort, à plusieurs, on est plus fort, c'est la collaboration qui va permettre justement de s'adapter en temps réel à un système qui change tout le temps, à ces systèmes complexes, au paradigme de la complexité dont parle Edgar Morin. Donc je pense que ça, c'est très important, c'est de se dire, je pense qu'elle est là-dedans, cette génération Z, c'est de se dire que la coopération, à terme, est payante.
que l'épanouissement dans la transparence des relations, la confiance mutuelle, le parler vrai, la conscience vraiment de la richesse collective, et qui va permettre ben, justement de coévoluer, de cohabiter dans ce monde, hein, de co-créer. Elle co-work, elle colloque, elle covoite cette Mhm. génération. Donc cette notion co, elle est très importante et elle s'appuie sur la conscience de la richesse collective. Je vous remercie, Elisabeth Souillet, de nous avoir consacré de votre temps et je remercie nos auditeurs pour leur écoute. Nous restons à votre disposition si vous avez des questions. Vous pouvez nous écrire à info@unocell.org ou vous connecter à notre site internet www.unocell.org. À bientôt. Vous avez écouté le podcast de l'UNOCEL, n'oubliez pas de vous abonner. À très vite.